à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joël-Alexis Bialkiewicz, associé gérant de la Banque de Lubac et compagnie, qui a obtenu son agrément PSAN début avril 2022, la première banque sur le sol français à obtenir son enregistrement PSAN. On lui demandera dans un instant comment une banque traditionnelle, issue du monde traditionnel, se positionne dans cet écosystème des crypto-monnaies avec du coup cet enregistrement PSAN. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au PER, mais plus spécifiquement au transfert de PER. Comment et pourquoi gérer ces transferts de PER dans une stratégie patrimoniale globale? C'est une question que nous poserons dans un instant à Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, mais aussi à David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à une banque aujourd'hui, à la Banque de Lubac et compagnie, qui a obtenu son enregistrement PSAN auprès de l'AMF et de l'ACPR début avril 2022. Comment est-ce qu'une banque issue du monde financier traditionnel se positionne sur ces sujets crypto-monnaie et crypto-actifs? C'est la question que nous allons poser à son dirigeant, l'associé gérant donc de la Banque de Lubac et compagnie, Joël-Alexis Bialkiewicz. Bonjour Joël-Alexis Bialkiewicz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous étiez déjà venu une première fois où on vous avait posé un certain nombre de questions, notamment en lien avec la vision que le monde bancaire peut avoir des crypto-monnaies. Vous nous aviez dit à l'époque que vous étiez vous-même en train d'effectuer les démarches pour obtenir un enregistrement PSAN, prestataire de services en actifs numériques. Cet enregistrement est arrivé début avril 2022. Vous êtes donc officiellement la première banque PSAN sur le sol français. Quelle stratégie mettons en place lorsqu'on est une banque issue du milieu financier traditionnel et qu'on se positionne sur le sujet et dans l'écosystème des crypto-monnaies? Écoutez, notre stratégie, c'est d'aller apporter au public qui n'ira peut-être pas chercher chez les acteurs du monde numérique l'accès à ces actifs, qui pour nous sont une avancée technologique très importante. En fait, le fait d'avoir accès aux cryptoactifs pour un particulier, c'est un vrai parcours du combattant. Vous avez des acteurs qui sont parfaitement fiables, certains enregistrés, d'autres pas ou pas encore. Vous avez des acteurs qui font de la publicité sur Internet qui ne sont absolument pas fiables. Vous avez des vraies arnaques. Puis c'est le sujet un petit peu d'ailleurs de la réglementation en ce moment, c'est qu'il y a ceux qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers donc en France, et puis ceux qui proposent des services en France, mais qui n'ont pas de siège en France et donc qui échappent à la réglementation. C'est tout à fait ça. Et encore une fois, parmi ces acteurs non régulés, certains sont fiables et d'autres pas du tout. Et c'est bien le problème parce que le grand public n'a aucun moyen de le savoir. Et donc, nous, ce qu'on veut proposer, si vous voulez, c'est quelque chose de simple qui permette à des personnes qui ont simplement un compte bancaire classique de pouvoir acheter, vendre, conserver des cryptoactifs d'une manière qui est, je dirais, relativement analogue à celle dont ils peuvent acheter et vendre des actions ou des obligations chez leur banquier habituel. Voilà. Parce que des plateformes, il en existe déjà aujourd'hui qui sont des plateformes numériques issues du monde des crypto-monnaies, créées pour cette activité principalement. Là, ce que vous nous dites, c'est que la démarche derrière cet enregistrement PSAN au sein de la Banque de Lubac et compagnie, c'est d'élargir, de démocratiser et d'aller proposer ce type d'investissement à ceux qui effectivement ont un compte bancaire classique mais qui n'ont pas forcément la démarche ou l'envie d'aller sur ces plateformes en ligne. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'amener au monde des cryptoactifs, d'abord de s'adresser à un public qui n'est pas le même, puisque les personnes qui aujourd'hui vont sur les plateformes
sont des personnes qui sont relativement sachantes. D'accord. Et les personnes qui ne le sont pas ont parfois un peu de mal avec ces plateformes. Ou par exemple, quand on essaye de joindre quelqu'un, ça peut être très difficile d'avoir simplement une personne au téléphone. Et on ne voit pas pourquoi une personne qui n'a pas l'habitude des outils numériques ne pourrait pas avoir accès aux cryptoactifs. Et puis ensuite, il s'agit d'apporter le type de garantie, en quelque sorte, qu'on a l'habitude de retrouver lors d'un accès au marché financier classique. D'accord. Je donne un exemple des choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple, sur une plateforme de bourse. C'est ce qu'on appelle la best exécution. C'est-à-dire, en fait, il s'agit, quand le client achète à travers la plateforme, d'aller chercher le meilleur prix et D'achat, voilà. oui, bien sûr. D'aller chercher Exactement, le meilleur prix d'achat, le meilleur prix de s'engager vente. à avoir ce meilleur prix. Donc, C'est exactement ça. Ce qu'on peut retrouver sur des plateformes effectivement d'investissement en bourse. C'est même une obligation. C'est même une obligation en bourse. Et en l'occurrence, dans le domaine des cryptoactifs, ça n'est pas le cas. Et pour nous, ça paraît logique et évident que les clients qui ouvrent chez nous, il leur sera appliqué un tarif qui est transparent, qui est notre tarif, mais qu'il n'y aura pas de frais cachés sous la forme notamment de l'application de marges non transparentes sur les opérations, par exemple. Quand on est une banque classique, issue du monde traditionnel financier, on a un certain nombre d'exigences ou d'obligations vis-à-vis de ses clients. Vous nous le disiez notamment quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers. Quand on se positionne sur les crypto-monnaies, on imagine bien qu'on ne doit pas oublier son historique finalement d'exigences ou d'obligations vis-à-vis de ses clients. Est-ce que c'est complexe de réunir les deux mondes pour aller ensuite adresser une clientèle qui est habituée à un fonctionnement bancaire classique, comme vous le disiez, qui n'a qu'un seul compte en banque ou plusieurs comptes en banque, mais qui investit peut-être essentiellement sur des actions quand ils choisissent des investissements. Est-ce que c'est aussi simple que ça de réunir les deux mondes ? Écoutez, simple non, mais c'est possible. D'accord. Et d'ailleurs, on l'a fait. Les gens nous posent des questions. Nous demandent, par exemple, où sont conservés les cryptoactifs concrètement. Bien sûr. Puisque vous avez des acteurs, y compris des banques en Europe, mais pas en France, qui proposent des services analogues à ceux que nous proposons, mais qui, en réalité, ne conservent pas elles-mêmes. D'accord. Nous, en l'occurrence, nous conservons nous-mêmes, avec du matériel cryptographique qui nous appartient, que nous avons sécurisé nous-mêmes, et donc nos clients sauront que leurs cryptoactifs sont conservés en France. D'accord. Voilà. Donc vous avez une sorte de coffre-fort numérique où vous conservez les crypto-actifs acquis par vos clients. C'est exactement ça. Et puis un reproche qu'on fait régulièrement au monde financier classique, c'est en fait ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. C'est-à-dire que quand on confie ses fonds à une banque, c'est le cas de la banque de Lubac comme de toutes les autres banques, eh bien la banque, en quelque sorte, peut faire travailler l'argent. Les fonds des clients Bien sûr. sont mis en commun. Et dans le domaine des cryptoactifs, le reproche que certaines personnes peuvent faire au portefeuille en ligne, par opposition au portefeuille physique, c'est que finalement, de la même manière qu'une banque, leurs actifs vont être mis en commun. D'accord. Et à la Banque de Lubac et compagnie, on a décidé de ne pas faire comme ça. On a décidé que le monde de la finance décentralisée n'était pas le monde de la finance classique et qu'il fallait appliquer une approche plus moderne. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'un client égale une clé privée. Autrement dit, en aucun cas, la Banque de Lubac et compagnie ne va faire travailler vos cryptoactifs. Vos cryptoactifs sont à vous, ils sont ségrégés, ils sont comme dans un coffre-fort et non pas comme dans un compte en banque. Pourtant, c'est un moyen de rémunération sur un modèle de banque classique, de faire travailler l'argent déposé par ses clients. Là, pour le coup, sur les cryptoactifs, vous dites qu'il faut que la démarche soit complètement différente. Comme si je déposais en fait un objet de valeur au coffre. Ça s'apparente plus à ça. C'est tout à fait ça. En fait, pour moi, c'est une manière de générer la confiance et aussi de répondre à la concurrence des portefeuilles matériels qui présentent des inconvénients différents. C'est-à-dire, on a récemment entendu que les utilisateurs d'un portefeuille matériel connu ont reçu des fausses mises à jour. Ceux d'entre eux qui se sont fait prendre, malheureusement, se sont fait voler leurs actifs. Heureusement, ça n'a pas été le cas de beaucoup de monde, mais il n'empêche que un portefeuille matériel conservé par soi-même présente à la fois un risque en termes de sécurité informatique, c'est-à-dire qu'il faut être capable, par exemple, de savoir si une mise à jour est vraie ou fausse.
d'une part. Bien Et sûr. d'autre part, il y a un risque physique. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un vient chez vous avec une arme et tente de vous obliger à transférer vos fonds, malheureusement, sous la menace, vous allez probablement le faire. Et comme on le sait, dans les cryptoactifs, il n'y a pas de possibilité d'annuler les transactions. À l'inverse, si vos cryptoactifs sont hébergés à la banque de Lubac et compagnie, je peux vous dire que si vous faites un virement d'un montant atypique à une personne à qui vous n'avez jamais fait de virement avant, On vous eh bien, appelle. exactement, on va vous Mais appeler. effectivement, parce que je lisais plusieurs articles, apparemment, ce type d'agression a de plus en plus lieu, effectivement. Et en fait, on se rend compte qu'on a sur son téléphone parfois jusqu'à 30 000 euros qu'on peut virer sans poser de questions et sans aucun autre intermédiaire. Donc en fait, on se balade avec plus d'argent en crypto-monnaie qu'on ne le fait avec un compte bancaire classique, puisque là, il y a un certain nombre de normes autour de ça. Donc ce que vous dites, c'est il faut... sans parler de réglementation européenne, on en parlera si on a le temps, mais il faut en tout cas offrir plus de garanties, plus de protection au patrimoine crypto des gens qui se mettent à y investir. C'est tout à fait ça. En fait, les cryptoactifs, en tout cas les cryptoactifs financiers, puisqu'il existe des cryptoactifs non financiers comme les NFT, pour lesquels nous allons proposer également une solution de conservation, D'accord. probablement dans les semaines qui viennent. Sachant que la conservation de cryptoactifs financiers, pour les 3 cryptoactifs qui sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Tezos, ouvre, elle, à la fin de ce mois-ci. Une dernière question, vous nous disiez que vous vouliez adresser effectivement à un public qui n'est pas sur les plateformes qui existent aujourd'hui, qui est peut-être moins averti en ce qui concerne les plateformes. Est-ce que ça répond à une demande d'un public plus traditionnel, mais qui a envie de passer par un circuit d'investissement traditionnel ? Écoutez, oui, ça répond à la demande d'un certain public. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on peut proposer à ce public des produits qui permettent un accès indirect, une exposition indirecte aux cryptoactifs tels que les ETP. Le seul problème, c'est que ces produits-là comportent d'autres risques que le risque de variation de valeur des cryptoactifs. Et je ne suis pas convaincu que les personnes qui les proposent l'expliquent bien à leurs clients. Merci beaucoup, Joël Alexis Bialkiewicz. Je rappelle que vous êtes associé et gérant de la banque de Lubac et compagnie, banque de Lubac et compagnie, donc qui a obtenu son enregistrement PSAN début avril 2022. Merci de nous avoir expliqué un petit peu quelle est cette stratégie que vous mettez tout juste en place sur le sujet des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci à vous. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine que nous allons consacrer au sujet du PER et plus spécifiquement au transfert de PER. Comment et pourquoi gérer ces transferts de PER dans le cadre de sa stratégie patrimoniale? C'est une question que nous allons poser à nos 2 invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes accompagnés également par David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Bonjour David Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également sur le plateau de Smart Patrimoine. Le PER est un produit qui est assez récent. Pour redonner un petit contexte d'actualité, il a été notamment attaqué sur ses frais fin 2021. Le gouvernement et notamment le ministre de l'économie a demandé plus de transparence, de lisibilité, de comparabilité entre les différents contrats de PER, ce qui a donné lieu à un accord de place. Et donc aujourd'hui, on compare des choses comparables, ou en tout cas on a mis en place les outils pour pouvoir comparer des choses comparables. On n'est pas là pour parler des frais, on est là pour parler des transferts. Parce qu'à partir du moment où on permet de comparer différents types de produits, on peut effectivement les comparer lorsque l'on n'est pas équipé d'un PER, mais on peut aussi les comparer le jour où on est équipé d'un PER, ce qui nous amène à parler des transferts. Et vous allez voir que les transferts s'intègrent aussi dans une stratégie patrimoniale. Première question, David Lombard. Est-ce que le cas de transfert de PER, alors qu'on est globalement sur un produit qui est assez récent, qui est issu de la loi Pacte et qui, du coup, a une réelle existence depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, 2019. 2019. 1er octobre 2019. Est-ce que le cas de transfert de PER se pose souvent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez rare. D'accord. Effectivement, le gros du marché est plutôt concentré sur le transfert finalement des anciens dispositifs. Mais effectivement, le transfert en tout cas de PER vers PER et d'une compagnie à une autre est assez
peu fréquent, mais qui va le devenir de plus en plus, et effectivement avec l'encadrement qui est fait sur la transparence des frais et cet accord de place qui a été trouvé, on pense qu'effectivement, voilà, va y avoir plus de mouvements à ce niveau-là. En tout cas, les choses sont faites pour... Et donc autant essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc on peut changer de PER pour des raisons commerciales aujourd'hui. On peut avoir souscrit un PER en 2019 et se dire en 2022, je veux changer de contrat PER et donc j'active une sorte de transfert de PER. Ça existe entre deux organismes financiers, un transfert de mon contrat PER. Oui, tout à fait. C'est en plus extrêmement simple. Concrètement, finalement, il faut que le contrat soit en cours de constitution. Après, on va tout simplement adresser une demande à l'organisme, l'ancien organisme gestionnaire du contrat. Celui-ci va adresser par la suite les fonds et les informations nécessaires au transfert. Et 2 mois après, au maximum, en tout cas c'est ce qui est prévu, le transfert doit s'effectuer. L'intérêt ici, c'est tout simplement de pouvoir faire face à la concurrence. Et en tout cas, c'était vraiment une des volontés du gouvernement, dès le départ, dès le début de la loi Pacte, finalement d'assurer cette transférabilité des PER avec la volonté de faire jouer la concurrence et d'être un peu plus intéressé, je dirais, par l'épargne retraite. D'accord. Et voilà, améliorer sa portabilité tout simplement. Ils avaient encadré les frais dès le départ, donc ça c'était plutôt une bonne mesure, puisqu'effectivement c'est extrêmement encadré sur le transfert de PER à PER et aussi sur les anciens dispositifs. Et alors pour bien comprendre, des questions très pratico-pratiques, mais donc la procédure est globalement assez simple, si j'ai bien compris. Il y a des frais de transfert, il y a une fiscalité au transfert d'un PER, il y a des mauvaises surprises quand on transfère un PER, ou il n'y a que la bonne surprise d'avoir choisi un contrat qui correspond plus à notre stratégie? Alors, je dirais déjà, effectivement, d'un point de vue général, il faut prendre des fois un peu de recul, c'est s'intéresser finalement et revisiter peut-être l'épargne qu'on a mis en place pour ses objectifs. Alors, principalement quand c'est la retraite, mais plus on prépare tôt et mieux c'est. Tout à fait. Voilà, et par contre, effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pouvoir finalement comparer ce qui se fait sur les enveloppes, sur les allocations qui sont proposées entre les différents gestionnaires de la place. Comme on le fait avec un contrat d'assurance vie, par exemple. Comme on le fait exactement comme un contrat d'assurance vie, c'est strictement identique. Et c'est là où finalement ça va être intéressant. Au niveau de la fiscalité, pas d'impact. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, de nombreuses personnes vont être amenées à le faire. C'est déjà le cas, donc du coup, effectivement, plutôt sur les anciens dispositifs, mais ça va aussi l'être pour les nouveaux. Donc pas d'impact effectivement en termes de fiscalité. Et puis au niveau des frais, c'est extrêmement réglementé, je le disais tout à l'heure. 1% finalement seulement de frais si le PER a moins de 5 ans. Et dès lors qu'il y aura plus de 5 ans, il n'y aura pas de frais. On n'y est pas encore du coup, mais... Voilà, mais on va s'en rapprocher. Parce que, voilà. Alors il y a un autre sujet que vous avez abordé et on va peut-être continuer avec vous, Valérie Benz, c'est le transfert d'anciens dispositifs d'épargne retraite vers le PER. Donc effectivement, le PER n'a pas inventé l'épargne retraite, il l'a simplement organisé différemment. Ça, c'est un sujet que vous voyez régulièrement, Valérie Benz, la question de savoir qu'est-ce que je fais de mon PERCO, par exemple, ou de mon contrat Madelin. Est-ce que je le transfère sur un PER ou est-ce que je le garde tel quel en l'état? Aujourd'hui, il est possible de le garder en l'état, on n'est pas obligé de passer sur un PER. Et on peut même reverser, d'ailleurs, sur son PERP ou son Madelin existant. D'accord, on peut continuer à verser dessus. On peut poursuivre. Et donc, de fait, la question de savoir est-ce que je les conserve ou est-ce qu'éventuellement je décide de les transférer, la question peut se poser. Alors, elle peut se poser aujourd'hui parce qu'on cherche un contrat un peu différent au travers de l'enveloppe du PER, et par exemple de transférer un PERP ou un Madelin vers un PER1. D'accord. Et d'ailleurs, on y reviendra. Donc, même PER à l'intérieur. Individuel. Voilà, le PER individuel. Et enfin, elle peut aussi se poser quelques temps avant de partir à la retraite. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir réellement se poser la question, et pour des raisons patrimoniales. D'accord. Je m'explique. Finalement, qu'est-ce que permettent le PERP, le Madelin, voire lorsque je suis sortie de l'entreprise, mon article 83, c'est-à-dire l'ancienne version d'épargne retraite. D'accord, oui. Ces contrats-là me permettent de percevoir au moment où je vais être à la retraite une rente viagère. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que j'ai souscrit à ces contrats. Donc, voilà, et une rente régulière qui va venir compléter mes revenus à la retraite. Bien. La nouvelle enveloppe du PER avec le PER1, le PERCO et en effet le PERO, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 3 contrats possible, enfin 3 enveloppes à l'intérieur d'une même enveloppe, bien sûr, oui, va me permettre, sur la part des versements volontaires, c'est-à-dire que j'ai fait, moi, en tant qu'individu, d'avoir le choix de sortir, donc ce qui est le cas pour le Madelin et ce qui est le cas, par exemple, sur les versements que j'ai fait sur mon Madelin et sur les versements que j'ai fait sur mon PERP, d'accord, d'avoir le choix de sortir
en rente ou en capital. Ce que je n'ai pas sur un PERP ou sur un Madelin. Alors, je précise, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est le problème, c'est l'épargne retraite. Voilà. Le Madelin, PERP, c'était les anciennes versions. Voilà, PER, c'est la nouvelle version. exactement. Madelin et PERP, en fait, la possibilité de sortir en capital n'existait pas. Elle existe partiellement, on y reviendra. D'accord, donc un peu plus complexe, alors qu'elle est plus simple sur les nouvelles versions. Et c'est une des raisons qui pourrait pousser à effectuer des transferts quelques mois, quelques années avant la retraite. Imaginez que votre objectif soit de profiter de ce capital et finalement que vous n'ayez pas besoin d'un revenu régulier. Vous allez pouvoir transférer l'épargne acquise, en effet, sur vos PERP ou sur votre Madelin, sur un PER. Alors là, je vais parler sur le PER individuel. D'accord, oui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir décider le moment venu de faire des retraits D'accord. en fonction de vos besoins et non pas de percevoir un revenu régulier. D'accord. On a vraiment de la flexibilité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut cumuler plusieurs produits d'épargne retraite et ensuite regarder en fonction de sa situation pré-retraite ce qui nous intéresse le plus. Et Voilà. il y a des vrais avantages. Enfin, c'est là où effectivement il faut bien regarder finalement les dispositifs qu'on avait auparavant, puisqu'ils conservent quand même certains avantages. On le disait tout à l'heure là, sur le PERP, où effectivement on a une sortie possible en capital qui sera potentiellement moins taxée effectivement qu'une sortie en PER en capital au moment effectivement de la retraite. Sous conditions, c'est ça? Sous certaines conditions, ça ne correspond pas à tout le monde? Alors, c'est pas que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est que c'est simplement 20% du capital du PERP. Oui, c'est ça. Et le reste est forcément en rente. Alors, avec en plus un avantage complémentaire, c'est que récemment, enfin, c'est pas récemment, c'est que les assureurs se sont positionnés et on leur a donné cette possibilité, c'est que si votre PERP ou votre Madelin, voire votre article 83, génère une petite rente, c'est-à-dire une rente inférieure à 100 €, on peut sortir en capital. Vous pouvez sortir en capital. D'accord. Et alors, subtilité, c'est qu'en plus, prenons l'exemple du PERP. Si vous êtes amené à sortir en capital, à ce moment-là, sur cette part-là, ce qui représente entre 30 et 40 000 € autour de vos 60-65 ans. Donc, imaginons que vous avez constitué sur votre PERP un capital de 30 à 40 000 €, 35, 40 000, je fais une enveloppe globale. Finalement, la rente va être inférieure à 100 €. C'est ça. L'assureur vous dit, écoutez, moi, je vous versez une rente de 100 €, ça, voilà. Vous avez la possibilité de sortir en capital, et d'ailleurs, c'est dans sa stratégie. Vous sortez en capital, et là, à ce moment-là, vous allez avoir en plus, si vous avez une tranche marginale d'imposition un peu élevée, c'est-à-dire que vous êtes fortement imposé, tout intérêt à le faire parce que vous allez profiter d'un taux d'imposition à l'IR. Donc, vous allez prendre une option à l'IR, un taux à 7,5%. D'accord. Alors que si vous sortez sur votre PER, c'est-à-dire que vous avez fait le transfert et que vous sortez ce capital sur votre PER, l'intégralité du capital versé hors intérêt, lui, va être taxé sur le haut de votre tranche marginale d'imposition. Et c'est pour ça que je dis que si elle est supérieure à 30%, puisque on a fait des petits calculs, donc je ne vais pas revenir sur ces calculs, mais si votre tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, vous avez tout intérêt à conserver votre PER et à prendre votre sortie en capital sur le PERP. Sur le PERP. PERP. On va évoquer maintenant ce qui peut se passer au sein d'un contrat PER. Juste avant, une petite question, David Lombard. On parle effectivement de Madelin, d'article 83, de PERP. À partir du moment où j'active un transfert, on est d'accord que j'active un transfert de la totalité de mon ancien contrat sur mon nouveau contrat. Je ne peux pas faire des transferts réguliers ou systématiques. Non, tout à fait. Effectivement, ça vise l'intégralité du contrat. Et donc, effectivement, le choix est global sur cette enveloppe. Et effectivement, on peut d'ailleurs se poser la question, on a parlé des PERP, des Madelin, on oublie des fois aussi d'autres dispositifs comme le Préfonds ou la Corem qui sont plus connus effectivement de la fonction publique. Nous, c'est un monde sur lequel on est assez proche puisqu'on distribue un contrat vraiment un peu spécifique à destination des populations de militaires. Et effectivement, par exemple, on peut rencontrer sur le Préfonds différents compartiments, ce qu'ont pas d'autres dispositifs. Et effectivement, on est obligé de transférer la totalité. Voilà. Et alors justement, en parlant de compartiments, pour qu'on aborde aussi cette partie-là dans l'émission, Valérie Benz, au sein, en fait, le PER, c'est un contrat, mais c'est une enveloppe. Oui. Il y a différents types de supports ou de contrats au sein d'un PER. Il y a un PERIN, comme vous le disiez, il y a parfois un PERCO, un PERO, un PERCOL. Alors vous allez nous expliquer si c'est systématique pour tout le monde. Là aussi, il peut être intéressant d'effectuer
effectuer des versements entre les différents supports de sa même enveloppe PER en fonction de sa stratégie patrimoniale? Alors, déjà, revenons à ce que vous venez de dire. En effet, on a à l'intérieur du PER différentes enveloppes. On a une enveloppe individuelle, Le qui s'appelle PER1, le PER1, PER individuel. voilà, et une enveloppe qui peut être constituée au sein de l'entreprise, dans laquelle vous allez trouver le PERCO, donc Ouais. qui est constitutif de l'épargne collective, en tous les cas de l'épargne salariale, D'accord. et puis le PERO, qui correspond à notre ancien article 83, qui existe toujours d'ailleurs dans les entreprises, et qui est l'épargne retraite. D'accord. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise. Vous avez raison, à l'intérieur de cette enveloppe, on va pouvoir faire, et c'est tout l'intérêt de la loi Pacte et de ce dispositif, on va pouvoir faire des transferts. D'accord. Et en effet, on va pouvoir, au moment de la retraite, et c'est là où ça devient intéressant, quelque temps avant la retraite, décider de simplifier sa vie. Je sors, je pars à la retraite. Finalement, j'ai plus besoin que d'un seul contrat plutôt que d'avoir des rentes Bien ou sûr, oui. des capitaux un peu Oui, parce que- dispersés. Parce que chaque contrat, j'imagine, est associé Voilà. à des options de sortie différentes. ou autres. Exactement. D'accord. Et donc là, je peux décider de transférer d'une enveloppe à l'autre. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais transférer mon épargne salariale acquise sur mon PERCO et l'épargne acquise sur mon PER obligatoire, mon PERO. Je vais transférer tout ça sur mon PER individuel et à ce moment-là, je vais faire le choix qu'on a évoqué tout à l'heure de sortir en rente en capital, voire faire des rachats partiels. La question qui se pose, c'est que pendant toute cette période de constitution, en effet, vous allez avoir le choix de faire des versements volontaires sur Sur l'un ou l'une sur ou l'autre. l'autre Oui, bien sûr. de ces enveloppes. Alors, avec toujours la même, alors, je vais dire la même contrainte fiscale, mais qui est pour moi une opportunité, c'est que vous devez respecter des plafonds. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous Simplement. êtes salarié, c'est 10% de votre revenu global annuel limité à 8 passes. OK. Moins, bien sûr, en effet, vos frais professionnels. Et puis, si vous êtes en effet indépendant, vous allez avoir cet avantage-là, plus 15% de 1 à 8 passes. Donc, attention, Donc Vous il faut regarder pouvez effectivement les avantages. versez Oui. sur vos différentes enveloppes parce que vous préférez celle-ci plutôt qu'une autre. Et c'est tout l'avantage de cette diversification. Mais il faut respecter des plafonds, en effet, de versement. Avantage autre, et on terminera là-dessus, c'est que vous pouvez aller quand même récupérer votre disponible fiscal retraite que vous avez constitué sur les 3 dernières années et que vous n'auriez éventuellement pas utilisé les années précédentes pour votre épargne retraite. Donc on le comprend bien, David Lombard et Valérie Benz, il y a quand même pas mal de dispositifs différents et de sous-enveloppes au sein des dispositifs. Donc gérer les transferts, ça devient un vrai sujet dans sa Oui. stratégie patrimoniale. Ça. Merci en tout cas David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Et merci Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, d'être venue nous détailler ce qu'il est possible de faire ou en tout cas ce qu'il faut potentiellement envisager de faire dans sa stratégie patrimoniale en lien avec le PER, mais l'épargne retraite de manière plus générale. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.